Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire qui a lieu en raison de l'entrée en fonction des élus au premier tour. Donc, 4 parties, je vous les annonce maintenant. Ce que je vais vous demander, puisqu'en fait, je ne peux pas voir le chat en même temps que je passe le PowerPoint, c'est de poser vos questions après la fin de chaque partie, évidemment questions qui correspondent à chaque partie. Là, je vais commencer par la délibération de l'Assemblée délibérante. Avant d'attaquer le statut des élus et la gestion des affaires courantes, donc attendez que j'ai fini la première partie pour me poser toutes les questions sur la gestion des affaires courantes, s'il vous plaît. Donc en premier, on va voir la délibération de la collectivité locale. La deuxième chose, c'est la durée des mandats des élus et cette notion de la gestion des affaires courantes. On verra également le point pour les collectivités locales qui au deuxième tour, hein, évidemment. On verra le premier conseil d'administration de surveillance ainsi que les étapes et les mesures à suivre. D'emblée, je voulais vous dire que si suite à ce webinaire, si on n'a pas pu répondre à toutes vos questions, moi j'y répondrai volontiers, ainsi que Sabine Caliès, qui est juriste donc, au département collectivité territoriale, et Julien Péoc également. On se tient à votre disposition et d'ailleurs on a travaillé tous les trois ensemble sur en tout cas la durée des mandats et la gestion des affaires courantes. Alors, juste avant d'attaquer le sujet brûlant, la délibération de la collectivité. Alors pourquoi ça ne s'affiche pas? C'est embêtant. D'accord, donc mon PowerPoint n'a pas, le système n'a pas voulu prendre ce que j'avais écrit, donc il va falloir prendre des notes, j'en suis désolée. Donc la première chose sur l'Assemblée délibérante, sur cette délibération, qu'est-ce qu'elle doit comprendre et sur quoi vous devez appeler la vigilance des collectivités territoriales. La première chose, c'est qu'elle doit donc désigner son ou ses représentants au sein des conseils d'administration ou de surveillance de l'EPL, en fonction donc du nombre de sièges auxquels elle a droit. Ça peut être le moment pour recalculer la répartition des sièges au conseil d'administration et pour vérifier si vous êtes bien dans les clous. Je rappelle que la répartition est proportionnelle au capital détenu par chaque collectivité locale. Et en cas d'impossibilité d'avoir tous les représentants au conseil d'administration, ils siègent dans une assemblée délibérante. Assemblée spéciale, excusez-moi. Donc la délibération de la collectivité territoriale, à défaut d'avoir des administrateurs, devra désigner son représentant, ou en tout cas son délégué, à l'assemblée spéciale. À l'assemblée spéciale, il y en a toujours qu'un. Et elle doit également désigner le représentant à l'Assemblée générale des actionnaires, disposition en tout cas qui est régulièrement oubliée. Donc n'hésitez pas à insister sur le fait que l'Assemblée délibérante de la collectivité doit désigner un seul représentant à l'Assemblée générale des actionnaires. Une fois qu'elle a procédé aux désignations, elle doit procéder à la phase autorisation. Et la phase autorisation, c'est donc autoriser un ou tous ses représentants à percevoir une rémunération. Petite précision sur cette autorisation sur la rémunération. La première chose, rappeler aux élus qui ne doivent pas voter cette délibération-là, en tout cas cette autorisation-là, puisque voter sa propre rémunération pourrait être constitutif d'un délit de prise illégale d'intérêt. Par ailleurs, la délibération, elle doit être précise. Ça veut dire, elle est nominative, donc je dois avoir le nom de la personne, la fonction qui justifie ces fonctions, le montant maximum qu'elle peut percevoir sur la durée du mandat, donc à préciser si c'est annuel ou sur la durée du mandat électif. J'appelle votre attention sur le fait, on ne le redira jamais assez, que la notion de vice-président ne permet en aucun cas de percevoir une rémunération supplémentaire. En effet, la notion de vice-président
La notion de vice-président n'est qu'une fonction honorifique. Voilà, et elle doit également autoriser un ou tous ses représentants à se présenter au poste de président. Je rappelle qu'on est en dérogation par rapport aux droits des sociétés et qu'une collectivité peut exercer une présidence à travers un de ses représentants. La petite précision, si avant le PL était sous la forme de PDG, elle autorisera la personne à exercer la fonction de président-directeur général. Si le PL était sous la forme de dissociation, elle n'autorisera la personne qu'à exercer la fonction donc de président. Enfin, je rappelle que les élus désignés dans les organes dirigeants, que ce soit à l'Assemblée générale des actionnaires ou au conseil d'administration, ne peuvent être que des élus. Je le reprécise puisqu'on a eu la question il n'y a pas très longtemps pour un syndicat sur la base de l'article 5211-7 où à l'époque l'Assemblée délibérante pouvait désigner un citoyen dans les organes des satellites des collectivités. Ça a été complètement abrogé. Donc désormais, on le redira assez, ça ne peut être que des élus. La deuxième chose, attention à la parité. Alors, ça ne concerne pas tout le monde, mais ça concerne quand même quelques SEM. Alors, ça concerne les SEM de plus de 500 salariés depuis 2017 et depuis 2020. Ça concerne les EPL dans lesquels j'ai 250 salariés et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires depuis 3 exercices. Et cette parité, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que le conseil d'administration doit être composé de 40% de femmes, avec un écart maximum de 2 sièges. Je t'explique. Si vous avez 10 administrateurs, 40%, ça veut dire 4 femmes sur les 6, et cet écart maximum de 2 veut dire qu'en fait, au minimum, vous pouvez descendre, au minimum, je vais y arriver, au minimum, ça peut être inférieur. Je ne vais pas y arriver. Je suis nulle en maths, c'est atroce. Donc, je reprends l'exemple sur 6, ça va être plus facile pour moi. En bref, 40%, ça fait 2,4. Cet écart de 2 fait que je pourrais avoir 2 femmes administrateurs et 4 hommes administrateurs. Faites attention, pour les conseils d'administration qui doivent être composés à 40% de femmes, toute nomination qui interviendrait en violation de cette règle va impliquer la nullité de la nomination de la personne. Voilà ce que je voulais vous dire. Faites attention à l'âge également. Question de ce matin encore. L'âge limite des administrateurs ne figure pas dans les statuts. C'est donc les dispositions du Code du commerce qui s'appliquent, à savoir un tiers des administrateurs ne peut pas être âgé de plus de 70 ans. Le plus âgé sera réputé être démissionnaire. Pour le président, la limite d'âge fixée par le Code de commerce, c'est 65 ans. La seule différence pour les élus, c'est qu'ils peuvent être nommés, par exemple, si vous n'avez pas de disposition dans vos statuts et que c'est le Code de commerce. Un élu peut être nommé président à 64 ans. Une fois qu'il dépasse l'âge limite, il termine son mandat, il n'est pas réputé démissionnaire. Mais à la date à laquelle il est nommé, il doit bien respecter la limite d'âge. Par ailleurs, il n'y a pas de notion de suppléance, elle n'existe pas, ni pour l'AG, ni pour le conseil d'administration. Encore également un petit rappel, si vous aviez un ancien élu qui décide qui ne se représente pas, mais qui souhaiterait rester président de la société, j'appelle votre attention sur le fait que le délit de pantouflage applicable aux fonctionnaires, c'est-à-dire le délit de pantouflage applicable aux fonctionnaires, c'est un fonctionnaire qui a eu le contrôle ou la surveillance d'une EPL ne peut pas venir travailler pour elle si il y a une période de purgatoire entre guillemets, c'est-à-dire que pendant 3 ans, il devra avoir fait autre chose. Cette disposition-là s'applique également aux élus titulaires d'une fonction exécutive, donc maire,
maire, maire adjoint, vice-président, etc. Donc, délit de pantouflage, en tout cas, pour ces élus-là. Donc, il y a quand même une analyse à faire s'ils souhaitaient rester dans vos EPL, eu égard à cette notion de délit de pantouflage. Voilà ce que je voulais vous dire sur la délibération. Je regarde les questions. Alors, merci de mettre juste vos noms. Alors, les dispositions applicables pour les SEM sont les mêmes que celles applicables donc pour les SPL. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Donc, pour Monsieur Planté de la SEM de Vence, le conseil municipal doit bien désigner effectivement son représentant. Il n'y en a qu'un seul. Chaque actionnaire a droit à un seul représentant à l'Assemblée générale des actionnaires, en plus de la désignation du conseil des représentants au conseil d'administration. La réponse est oui. C'est une désignation des administrateurs et une désignation du représentant de la collectivité locale à l'Assemblée générale. La question, est-ce que ça peut être un administrateur? La réponse est oui, s'il est désigné dans la délibération. Après, la question peut-on être juge et partie de sa propre politique? Ça, c'est une autre question, puisque l'AG, le rôle de l'AG, c'est bien de donner quitus à la politique du conseil d'administration. Donc, soit la collectivité désigne un de ses élus ou tous ses élus à se présenter à la présidence du conseil. La question est, est-ce que cette personne peut également être le représentant à l'Assemblée générale des actionnaires? Moi, il me semble que si la personne est déjà administrateur et président du conseil d'administration, à ce titre-là, il va présider l'Assemblée générale. Si en plus c'est le représentant à l'Assemblée générale, je trouve que ça fait un petit peu, surtout si l'actionnaire est majoritaire, ça fait un petit peu règle entre nous-mêmes. Madame Edouin, je vous répondrai tout à l'heure. Alors, si pouvons-nous organiser un CA avec ça, je le verrai tout à l'heure. Alors, 6-1, je ne sais pas qui c'est. Est-ce que vous allez faire un petit livret sur le rôle des élus dans un conseil d'administration? La réponse est oui, et d'autant plus on va vous proposer effectivement des formations à l'attention des administrateurs. Et effectivement, dans ce cadre-là, on fournira un petit livret. Et sinon, effectivement, on a des questions-réponses sur le rôle des élus du conseil d'administration. C'est bien de donner des écrits. Par expérience, je sais que l'oral est mieux, et si plus vous pourrez former vos élus, et mieux ce sera. Merci juste de poser vos questions qui sont en lien pour le moment avec cette partie-là. Je vais continuer et juste merci de regarder, d'attendre que je termine mes parties pour poser les questions parce que je lis le chat au fur et à mesure. C'est un petit peu compliqué. Alors, la fameuse question de la durée du mandat et de la gestion des affaires courantes. La première chose, le premier cas de figure. Pour les conseils municipaux élus au complet le 15 mars et pour les EPCI où tous les conseils municipaux ont également été élus au complet au 15 mars. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, ce qu'on nous dit, en tout cas ce que dit une ordonnance et un décret,
c'est que ils sont rentrés en fonction depuis le 18 mai et que l'Assemblée délibérante pour les communes devra se réunir entre le 23 et le 28 mai pour tenir donc sa première réunion, en tout cas la réunion d'installation. Pour les EPCI, la réunion devra se tenir au plus tard le 8 juin. Qu'est-ce qu'on en déduit de ça? On en déduit surtout à partir du fait que ces élus-là, donc qui ont été élus au complet, conseil municipal ou EPCI, à fiscalité propre, je le rajouterai dans le même, donc les EPCI à fiscalité propre, ça concerne également les métropoles, les communautés de communes, les communautés d'agglomération. Ils sont entrés en fonction le 18 mai. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, le mandat des membres du conseil d'administration des administrateurs est prorogé jusqu'à ce que la nouvelle assemblée délibérante désigne de nouveaux représentants. Donc, autrement dit, pour certains, je sais qu'il y a déjà des communes qui, lors de la première réunion, vont désigner les représentants dans les EPL. Donc, ça devrait se situer entre le 23 et le 28 mai. D'autres ont prévu que ça serait lors de la deuxième réunion de l'Assemblée délibérante, donc courant juin. Ça veut dire que les anciens mandats des élus est prorogé, c'est-à-dire qu'ils sont toujours en fonction jusqu'à ce que la nouvelle Assemblée délibérante les désigne. La question qui se pose, c'est est-on pour ces élus-là en période de gestion des affaires courantes? La réponse est positive. Depuis le 18 mai, effectivement, les pouvoirs de ces élus se limitent à la gestion courante des affaires. Alors, je vous ai remis la précision, en tout cas, une précision qui avait été visée dans une circulaire de 2002, c'est-à-dire c'est des actes de gestion de nature administrative ou financière permettant d'assurer la continuité de l'EPL. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout acte qui ne serait pas de la notion courante, c'est-à-dire que si demain, pour ceux qui ont des élus, je me répète, sur cette partie-là, on est bien sur des conseils municipaux élus au complet ou des EPCI à fiscalité propre dont les conseils municipaux ont été élus au complet, le 15 mars. Aujourd'hui, par exemple, un conseil d'administration ne pourrait pas décider d'une nouvelle stratégie, par exemple, ou de convoquer une assemblée générale extraordinaire sur la modification d'un objet social. On n'est clairement pas dans des actes de gestion des affaires courantes. Donc, pendant cette période-là, si vous avez un CA ou une AG, d'arrêter des comptes, tant pour le CA que pour l'AG, on est bien dans de la notion d'affaires courantes, sous couvert évidemment que vous n'ayez pas décidé de verser des dividendes que vous n'auriez jamais versés auparavant. Là, très concrètement, si tout d'un coup vous décidiez sur le CA qui aurait lieu par exemple vendredi de convoquer une AGO et dans cette convocation et dans les délibérations, le conseil d'administration mentionnerait qu'il pourrait y avoir versement de dividendes, alors que vous ne l'avez jamais fait, on n'est pas dans la gestion des affaires courantes. Donc l'AGO pourra se tenir également pour arrêter les comptes pendant cette période-là. On est bien dans la gestion des affaires courantes. Petite précision, pour les conseillers communautaires, notamment des EPCI de communes de moins de 1000 habitants, la date de désignation de ces représentants se fera selon le tableau des résultats de l'élection des maires et des adjoints. Donc là, on n'est pas capable de dire exactement quand est-ce que l'Assemblée va se réunir afin qu'elle puisse désigner les représentants dans les collectivités locales. Mais a priori, ça ne change rien. Ils sont entrés en fonction
Le mandat des élus dans les EPL est prorogé jusqu'à ce que la nouvelle assemblée délibérante désigne les nouveaux, et on est bien également pour cela dans cette période de gestion des affaires. Pour les communes où le deuxième tour est en suspens, là, très concrètement, on a eu une réponse dernièrement de la Direction générale des collectivités territoriales qui continue à s'appliquer. C'est-à-dire que les élus au sein des collectivités locales, la loi du 23 mars dit qu'effectivement leur mandat est prorogé, en tout cas jusqu'au deuxième tour. Deuxième tour dont la date sera fixée prochainement par décret. Et donc, il est précisé qu'effectivement, le mandat de ces représentants n'ayant pas expiré, ça veut dire qu'ils siègent toujours dans les EPL. Et ce que nous dit la DGCL, et c'est l'analyse qu'on avait déjà faite, c'est que les pouvoirs ne sont pas limités à la gestion des affaires courantes, c'est-à-dire on parle bien d'une gestion pleine et entière de la part des administrateurs en vue du bon fonctionnement de l'EPL. L'idée est quand même de pouvoir assurer au mieux la réalisation de ces services publics locaux dont l'EPL est en charge. La question maintenant, qui est un peu plus compliquée, c'est pour les EPCI à fiscalité propre. Ça concerne la métropole de Paris et également la métropole d'Aix. Je reviendrai sur Paris tout à l'heure. Donc, au moins une commune est dans l'attente du second tour. Très clairement, là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va avoir une espèce de conseil mixte, c'est-à-dire qu'à partir du 18 mai jusqu'au lendemain donc, du deuxième tour, du second tour, je vais avoir à l'intérieur de ces EPCI à fiscalité propre des nouveaux conseillers qui ont été élus dès le premier tour, le 15 mars, et qui auront pris leurs fonctions au sein des communes. Et pour ceux qui seraient en deuxième tour, et ben, des conseillers communautaires sortants dont le mandat sera prorogé en fait pour les communes en attente du second tour. C'est-à-dire qu'il va y avoir un mixte entre anciens et nouveaux. Ce qui est à noter, c'est que le bureau de ces EPCI ainsi que les délégations sont prorogées, c'est-à-dire que la loi du 23 mars et ainsi que du 1er avril leur avait fixé effectivement certains pouvoirs, on était toujours dans la continuité, ils sont toujours maintenus. Alors, pour les EPL, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces élus-là sont toujours en place jusqu'à ce qu'effectivement le second tour, en tout cas les assemblées délibérantes suite au second tour, désignent des représentants. Mais la loi permet en fait à ces EPCI pendant cette période transitoire la possibilité de procéder à de nouvelles désignations. Ça voudrait dire que dans les EPL, effectivement, je pourrais avoir de nouveaux représentants qui seraient nommés par cette assemblée délibérante et pendant cette période transitoire. Mais à la limite, que ce soit des gens qu'ils renomment ou les anciens, entre guillemets, ça ne change pas grand-chose au fait qu'on n'est pas en gestion des affaires courantes. Et là, pareil, c'est le même cas de figure qu'on a vu pour les communes qui sont au deuxième tour. Les élus, en tout cas administrateurs, les anciens, entre guillemets, ont les pleins pouvoirs. Je suis désolée, je vois que mon PowerPoint a un peu bugué. On vous le renverra tout à l'heure de toute façon avec des petites corrections. Donc, je reviens dans le chat. Alors, pour Marie Doumergue, merci de me préciser également le nom de votre EPL, ce serait hyper gentil. Le renouvellement d'un CAC rentre-t-il dans la gestion des affaires courantes? De toute façon, si vous arrivez au renouvellement, donc à la durée, les EPL, je rappelle, vous avez l'obligation de nommer un CAC. Vous ne faites pas partie de l'exemption
de la loi de simplification des sociétés, donc vous devez nommer un CAC, et en l'absence de CAC, c'est une responsabilité qui s'engage. Donc, de toute façon, vous n'avez pas vraiment le choix. Oups, pardon. Le chat bouge, donc je suis. Alors, je remonte. Donc, ce que je vous ai dit pour le conseil d'administration va être valable pour l'assemblée spéciale. C'est-à-dire que au niveau des EPL, pour celles qui sont multi-collectivités, enfin, qui ont des collectivités, je vais pas y arriver, qui ne sont pas mono-collectivités actionnaires, je parle bien, vous risquez d'avoir des anciens et des nouveaux. Donc, aujourd'hui, vous pouvez parfaitement tenir un conseil d'administration d'arrêté des comptes avec des anciens, entre guillemets, qui pourraient être des anciens élus issus de collectivités locales qui ont été élus au complet. C'est-à-dire que tant qu'ils n'ont pas désigné leurs nouveaux administrateurs, les anciens restent. Et si vous avez un EPCI à fiscalité propre, métropole, communauté de communes, qui est au second tour, les anciens sont toujours là. Donc, oui, vous allez avoir un conseil d'administration, une assemblée spéciale, peut-être une assemblée générale des actionnaires avec des anciens et des nouveaux. La seule attention, c'est attention justement en fonction de vos élus à ceux qui sont limités, à ceux dont les pouvoirs sont limités aux affaires courantes et aux autres. Florent Grosjean de Citivia. Alors, nous risquons de tenir nos AG et CA pour arrêter nos comptes après les élections du deuxième tour. Alors, si les élections du deuxième tour, c'est en septembre, ça me paraît un peu loin. J'espère que ça ne sera pas ça. On attend la date. Et avant la nomination des nouveaux administrateurs. Est-ce que les délibérations peuvent être prises par les anciennes équipes? La réponse, c'est l'arrêté des comptes, c'est des affaires courantes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc oui, vous pouvez les prendre avec les anciens, entre guillemets. Mais là, si vos collectivités locales sont des collectivités locales qui n'ont pas été élues au complet au premier tour, on n'est pas en affaires on n'est pas en affaires courantes, donc la question ne se pose même pas, elles peuvent délibérer. Et pour celles dont les communes ont été élues au complet, on peut arrêter les comptes parce que on considère que ce n'est pas des affaires courantes. Doit-on, Antoinette Galmiche d'IDEA, doit-on de façon expresse demander à nos collectivités d'autoriser dans leurs délibérations leurs représentants au syndicat à exercer les fonctions de PDG? Si c'est la collectivité locale qui exerce la présidence, oui, elle doit autoriser un ou tous ses représentants à exercer les fonctions de président ou de PDG. L'idée, c'est que le débat politique sur qui prendra la présidence doit avoir lieu au sein de la collectivité locale et non pas au sein de l'EPL. Une métropole dans laquelle, Sophie Barthes de la CERS, une métropole dans laquelle tous les élus n'ont pas été désignés à l'issue du premier tour, peut-elle déjà désigner des représentants au sein de l'EPL? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une possibilité pour que ces EPCI à fiscalité propre puissent redésigner des représentants à titre temporaire. S'ils ne le font pas, les anciens, entre guillemets, restent, ils sont toujours administrateurs et ils ont les pleins pouvoirs. Violette Delambre, je ne sais pas pour qui vous travaillez, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, vous allez avoir des anciens et des nouveaux administrateurs, il va y avoir un mixte entre les deux.
Alors, pour la CIMB de Besançon, euh, pour les collectivités locales qui vont aller au deuxième tour, on n'est pas en affaires courantes, mais on est bien en plein pouvoir. Évidemment, nous, à l'époque, on avait quand même appelé la vigilance de certaines EPL, même si on a eu la confirmation, on vient d'avoir la confirmation de la part de la DGCL qu'on n'était pas, pour ceux pendant le confinement et maintenant pour ceux qui sont au deuxième tour, on n'avait pas encore la confirmation de la DGCL. On n'était pas en affaires courantes. Donc c'est vrai qu'on avait dit, vous pouvez prendre toutes les décisions utiles au fonctionnement de l'EPL. Simplement, soyez vigilants, en tout cas dans les décisions qui peuvent être prises. Donc aujourd'hui, pour les élus qui sont au deuxième tour, effectivement, ils ont les pleins pouvoirs. Mais on va continuer à conseiller effectivement une certaine attention sur les décisions qui peuvent être prises. Pour Hélène Lemaître, oui, il y a pour la métropole de Lyon, il y a une disposition particulière. Pour tout vous dire, il y a plusieurs choses. Alors, pour les conseillers de Paris, c'est vrai que la loi du 23 mars précisait qu'ils entraient en fonction au second tour, mais on attend des précisions qui devraient arriver par voie législative, ainsi que pour les communautés de communes de moins de 1000 habitants, partiellement renouvelées, on attend des dispositions législatives. Pour Lyon, on est en train de regarder ça de manière plus précise. Revenez vers moi, envoyez-moi un petit mail, je vous répondrai. Donc oui, Antoinette, il va y avoir au niveau de vos conseils d'administration plusieurs périodes, c'est-à-dire une première période où vous allez, le conseil d'administration va acter de la nomination des premiers élus issus des collectivités qui ont été élus au complet. Et vous aurez une deuxième phase de ceux qui auront été élus au niveau du conseil du deuxième tour. Donc, en fait, les modèles de délibération que je vous avais mis dans le guide d'élection, vous allez, sur le conseil d'administration, vous allez les utiliser 2 fois. Madame Bourdier, j'ai un EPCI qui a désigné 2 nouveaux représentants juste avant les élections. Il n'y a pas eu de CA pour... Mince, il n'y a pas eu de CA. Oulala. Il n'y a pas eu de CA pour entériner cette décision. Bah, vous la mettez à l'ordre du jour du prochain CA. Oui, vous n'attendez pas le deuxième tour, vous actez déjà. Alors, on a une création d'une SEM qui devrait se faire et la question est, y a-t-il une préférence quant à la désignation du futur président de la SEM, sachant que le maire élu au premier tour ne se présentera pas en tant que président de la communauté d'Aglo. Pour Monsieur Yilmaz, en général, le président est plutôt issu de l'actionnaire majoritaire. Donc tout dépend, j'ai pas bien compris si c'était la ville ou la communauté d'Aglo. Envoyez-nous un petit mail, on vous répondra. Alors, je reviendrai sur les CA et les ordonnances, sur une prolongation possible. Et pour Monsieur Bonin, je vais vous répondre. Je vais vous répondre dans 2 minutes. Alors,
Sur le premier conseil d'administration. Mais en fait, pour beaucoup d'entre vous, quand je parle de premier, je pense que vous allez avoir entre guillemets 2 premiers conseils d'administration. Et notamment pour ceux qui ont des collectivités qui ont été élues au complet le 15 mars et qui ont des collectivités qui seront en deuxième tour. Donc, on ne fait que le conseil d'administration convoqué par l'ancien président. Alors, si l'ancien président ne veut pas convoquer, on avait toujours évoqué cette question-là lors de la journée avant-après élection, cette convocation en blanc, ou si vous avez un vice-président en fonction, vous faites convoquer par le vice-président. Donc, il sera sur les 2 premiers points. Si l'ancien président n'est pas présent, et si vous n'avez pas de vice-président, vous prenez le doyen, le plus âgé, pour animer les 2 premiers points du conseil d'administration. On ne fait que prendre acte de la désignation des nouveaux représentants. Et après, on délibère effectivement sur quelques points. La nomination des élus dans les EPL, on est en dérogation totale au code de commerce. Normalement, un administrateur représentant les actionnaires privés dans une EPL ou dans une SMOP doit faire l'objet d'une désignation en AGO. Là, en l'espèce, c'est une dérogation totale. Tous les élus, pour les élus administrateurs, on ne fait que prendre acte de la nomination de ces représentants. Donc, on délibère sur la nomination, le renouvellement du président, sous réserve effectivement, si l'ancien président est toujours là, on attendra que le conseil d'administration soit renouvelé dans sa totalité. Voilà. Est-ce qu'on se prononce sur le cumul ou la dissociation? On se prononce si effectivement on ne change pas la forme du cumul ou de la dissociation. Je rappelle pour mémoire que quand on change la forme, notamment pour les conseils d'administration, on était avant en PDG et on souhaite passer de président à directeur général ou l'inverse, on doit avoir dans la délibération de la collectivité locale, de toutes les collectivités locales qui ont un administrateur, une petite phrase qui dit qu'elles autorisent leurs élus à se prononcer sur la modification de la structure des organes dirigeants. Donc, on confirmera plutôt le cumul quand on était en cumul, et ce qui permettra de venir rappeler les pouvoirs du directeur général quand je suis en cumul président et directeur général. C'est le moment où on fixe la rémunération des dirigeants. Dans le modèle de clause qui est dans le guide des dirigeants, je n'ai parlé que effectivement de la rémunération du président ou du PDG, qui est possible évidemment sous réserve d'une délibération préalable. Le cas échéant, si on aborde la rémunération, entre guillemets, on ne parle plus de jetons de présence, mais de rémunération de l'activité des administrateurs, c'est possible si j'ai une délibération préalable des collectivités locales, et sous réserve que l'Assemblée générale ordinaire ait fixé évidemment une enveloppe. Le conseil d'administration, dans ce cas-là, devra répartir les jetons de présence. Attention à une répartition inéquitable, entre guillemets. C'est-à-dire que la répartition, c'est tu viens, je te donne un jeton de présence, tu ne viens pas, je ne t'en donne pas. Mais une rémunération, une répartition des jetons de présence qui serait différente entre les élus n'est pas justifiable, notamment quand j'ai un président ou un vice-président. Je ne peux en aucun cas justifier d'une rémunération de jetons de présence, une rémunération de l'activité, comme on dit maintenant, supplémentaire pour les vice-présidents. Et s'il devait y en avoir une, dans les travaux de recherche que j'ai fait dernièrement, la doctrine a plutôt tendance à considérer qu'une rémunération additionnelle des vice-présidents devrait faire l'objet d'une convention réglementée. Voilà. N'oubliez pas de désigner les membres de la commission d'appel d'offres de l'EPL et pour les SEM de logement social. Le cas échéant, si vos élus sont de nouveaux élus, n'oubliez pas de les désigner pour ceux qui ont été renommés, enfin pour ceux qui ont
pour les nouveaux élus de les renommer dans la cale. Juste pour rappeler, on est toujours en phase dérogatoire, en tout cas jusqu'à fin juillet. Il est possible donc d'organiser un conseil d'administration de surveillance par visioconférence, par moyen recours de télécommunication, ou d'organiser une consultation écrite. Je rappelle que c'est l'un ou l'autre, c'est pas les deux mixés. Maintenant, un premier CA avec des nouveaux élus par visioconférence, à vous de voir. Ça peut être un petit peu délicat, donc pour les nouveaux élus. Si vous n'avez pas le choix de faire un conseil par visioconférence, faites-le, mais peut-être proposer un entretien en face à face préalablement au conseil d'administration, peut-être présenter en tout cas la structure, vous présenter en tant que directeur général, ça sera peut-être plus facile. Une petite... non, je le dirai après. Donc je rappelle que pour les réunions du conseil d'administration, il vous faut 50% des présents, que ce soit en visioconférence ou en présence physique. Majorité simple, quand on vote, c'est il faut 6 votes pour. À 5-5, je suis à égalité des voix. Vérifier si dans les statuts, la voix du président peut, en cas d'égalité des voix, peut compter double. Je rappelle que pour ceux qui seraient en visioconférence, le registre, le PV et le registre peuvent être signés de manière électronique. On a recensé 2 ou 3 noms de sociétés qui font ça, on vous les donnera avec plaisir. Ce que je voulais vous dire simplement, si on revient un petit peu sur cette période dérogatoire pour organiser un CA en visioconférence, la question qui se pose aujourd'hui, je ne vous le cache pas, c'est pour tous ceux qui vont avoir des CA d'arrêter des comptes au mois de juin. Je m'explique. Pour ces CA d'arrêter des comptes, vous allez convoquer une assemblée générale. Or, dans les mesures dérogatoires, entre guillemets, dans les mesures dérogatoires d'organisation des conseils d'administration et des assemblées générales ordinaires, il y a une petite phrase pour les AGO qui fixe les conditions d'utilisation de cette dérogation. Et il est dit 2 choses. Il est dit qu'au moment où j'envoie la convocation, si le lieu de réunion de l'AG est affecté par une mesure sanitaire, je peux effectivement le faire en visio. La question qui va se poser pour les CA arrêtés qui vont se réunir au mois de juin, c'est que je ne suis pas certaine qu'il y ait encore des mesures sanitaires limitant l'organisation des assemblées générales ordinaires. Je m'explique, je pense qu'il y a un loupé dans le texte, mais aujourd'hui, à l'époque quand ce texte a été pris, on était dans le confinement, donc on ne pouvait pas se réunir. Aujourd'hui, je n'ai aucune interdiction de réunion dans le milieu professionnel. La seule interdiction que j'ai, c'est une interdiction de réunion de plus de 10 personnes sur la voie publique ou dans un espace public. Et c'est le décret 2020 538 ou 548, je me souviens plus, j'ai un doute, sur l'article 7. Et cette interdiction ne vise absolument pas tout ce qui est professionnel. Donc, si aujourd'hui je pourrais justifier d'une AGO en visioconférence parce que j'ai peut-être un de mes administrateurs qui habite à plus de 100 km, et encore il y a des dérogations pour les déplacements professionnels. Admettons que je ne puisse pas mettre en place les mesures des gestes barrières, mais c'est pas véritablement des mesures sanitaires qui pourraient bloquer
Vous pourrez bloquer l'organisation d'une AGO et à compter du 2 juin, en fonction des nouvelles annonces du gouvernement, j'appelle votre vigilance en tout cas sur cette possibilité-là. Hop, je regarde le chat. Alors, Monsieur Budria, bonjour. Je pense qu'à Chamonix, vous devez être bien. Nous, à Paris, on étouffe un peu. Alors, sur votre question, vaut-il mieux attendre la mise en place des élus du deuxième tour? Tout dépend. Si votre actionnaire majoritaire, c'est une collectivité qui est au deuxième tour, oui, je pense qu'il va falloir attendre le deuxième tour. Enfin, il va falloir attendre que tous les élus soient mis en place. Et si forcément votre collectivité locale majoritaire est au deuxième tour, les pouvoirs des élus en place ne sont pas limités aux affaires courantes, donc effectivement, pour tout ce qui est passation de marché, c'est pas un souci. Donc vous aurez des élus, effectivement, vous allez avoir pendant cet été, tout dépend de la date du deuxième tour, mais admettons qu'elle soit au mois de septembre. Si c'est le cas de figure, vous aurez pendant cet été des élus issus du premier tour et les anciens qui attendront le deuxième tour. Pour Laurent de Soussin, Pays de Meaux, soit l'ancien président accepte de convoquer le CA, ce qui est tout à fait une possibilité. Et s'il ne le veut pas, regardez si vous avez un vice-président qui est toujours en poste et qui accepterait de le faire. À défaut, faites une convocation en blanc. Il n'y a personne, faites une convocation en blanc. La réponse que j'avais trouvée à l'époque, c'est vraiment en l'absence de président. Ça serait de demander une convocation au tribunal de commerce et je pense que ça fera un mauvais effet. Donc, regardez dans les possibilités que je viens de vous citer ce qui est possible. Christophe Gelin, je te salue. Comment tient-on le registre de signature pour une réunion de CA en visio? Soit c'est un registre en version électronique. En fait, aujourd'hui, on peut avoir un registre de présence et des PV de manière électronique. Il faut que ce soit conforme à une certaine réglementation. Envoie-moi un petit mail, je te dirai quelles sont les sociétés qui peuvent faire ça. Alors, Yves, bonjour. Une petite précision. Effectivement, je ne l'ai pas dit, pour les EPCI qui n'ont pas de fiscalité propre, donc comme des syndicats, en fait, le mandat des élus de ces collectivités-là est prorogé jusqu'à la désignation de leur remplacement. Donc, de facto, en fait, pour tous les EPCI sans fiscalité propre, leur mandat étant prorogé jusqu'à la désignation des nouveaux, c'est exactement la même chose dans l'EPL, c'est-à-dire que dans l'EPL, leur mandat va être prorogé jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle assemblée délibérante au sein d'un syndicat, par exemple, qui désigne de nouveau. Alors, pour Émilie Kling, excusez-moi, je l'ai mal prononcé. Validité d'une convocation d'une AG envoyée aux anciens représentants, alors que certains auront peut-être changé entre la date de convocation et la date de tenue. Dès que vous avez le nom de la personne, il faut lui retransmettez-lui la date de convocation. Votre convocation, elle est bonne. Elle a été envoyée à l'actionnaire. C'est simplement son représentant qui change, mais votre convocation, elle est bonne. Qu'en est-il des frais de déplacement du président? Faut-il délibérer? La réponse est non. Le PDG a droit, le président ou le PDG a droit au remboursement.
Le remboursement de ces frais professionnels n'est pas de la rémunération. Évidemment, il ne faut pas que ce soit une rémunération déguisée, c'est-à-dire qu'en cas d'absence de délibération de la collectivité locale, certains à l'époque s'étaient amusés à demander des remboursements forfaitaires de frais. Donc tous les mois on avait 600 €, c'était littéralement de la rémunération déguisée. Mais non, ce n'en est pas. Maintenant, c'est toujours surproduction d'un justificatif et dans l'intérêt de la société. Donc il y a quand même un suivi qui doit être fait, mais je n'ai pas besoin de délibérer sur les frais de déplacement. Voilà. Pour SPL du Pilate. Vous devrez procéder à l'élection d'un nouveau PDG si l'actuel, effectivement, est issu d'une collectivité locale qui a été élue au complet au premier tour. Si effectivement votre ancien PDG ne s'est pas représenté, il va falloir désigner un nouveau PDG. Surtout que sans PDG, je ne peux pas faire fonctionner sans directeur général, je ne peux pas faire fonctionner une EPL. Donc oui, dès qu'il change, vous devez très rapidement désigner un nouveau PDG. Doit-on délibérer sur l'absence de jetons de présence? Non, vous pouvez simplement dire qu'il n'y a pas de jetons de présence pour les administrateurs. Ce n'est pas obligatoire. Monsieur Weiss de la SPL Tricelec, je vous salue. Quel délai avant la tenue du deuxième tour des élections doit-on respecter pour convoquer un CA avec le plein pouvoir, une semaine? Non, il n'y a pas de délai. C'est-à-dire qu'à partir du moment... en fait, le seul délai, c'est la publication officielle des actes de la collectivité locale qui nomme les représentants. En fait. Donc, si c'est le lendemain, vous pouvez convoquer. Vous avez la réunion de l'Assemblée délibérante, je vous dis une bêtise, le 1er juin. Le 2 juin, il y a publication de la délibération. Le 3, vous pouvez organiser un CA. Christophe Bonin. Y a-t-il un délai d'installation du conseil avec PDG lorsque tous les délégués? Non, c'est pareil. Moi, ce que je vous conseille, pour ceux qui ont des PDG, et des PDG qui sont issus de collectivités locales, qui ont été élus au complet au 15 mars, dont les nouveaux élus sont entrés en fonction. Si votre PDG change, mon conseil, c'est très rapidement, quasiment 2 jours après, dans les 2-3 jours qui suivent l'élection, la désignation par la collectivité locale, vous devez mettre en place un conseil d'administration pour prendre acte de la nomination des nouveaux élus et désigner un PDG. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les questions. Pour ceux auxquels je n'ai pas forcément répondu, on va compléter de toute façon le guide élection dans les jours qui viennent. En tout cas, il sera publié pas cette semaine, mais l'autre semaine, parce qu'on est en semaine très courte, dû au jour férié. Donc, on complétera. Je répondrai la liste des questions, je les intégrerai en tout cas dans une espèce de FAQ dans le guide élection. J'espère que j'aurai été claire. La situation n'est pas forcément très claire. Voilà. Juste une dernière précision. Le DG doit-il être nommé par la nouvelle équipe? Le DG n'a pas besoin d'être nommé ni par la nouvelle équipe, ni par l'ancienne équipe. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, Florence. On n'est pas obligé le CA n'est pas obligé de confirmer le cumul ou la dissociation. Je m'explique. Si je n'ai qu'un président, je prends acte de la nomination du président,
la confirmation du DG par le nouveau CA n'est pas obligatoire. Sauf si effectivement il a une durée de mandat qui est limitée, qui arriverait à échéance. Sinon, la réponse est qu'il n'y a pas d'obligation. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous. Donc pas cette semaine, la semaine prochaine, le guide, donc je vais me répéter, le guide élection sera mis à jour et je répondrai. On va noter toutes vos questions. Je prendrai en compte vos questions afin d'y apporter des réponses dans ce document-là. Voilà, je vous souhaite une très belle journée.